je vais dans des univers où je suis souvent la seule issue de l'immigration maghrébine, avec mon apparence, avec mon prénom. Et j'adore ça, parce que je pense qu'il faut aussi pouvoir, chacun et chacune d'entre nous, sortir de nos entre-soi. Mes grands-parents, quand ils sont venus, mes oncles aussi, c'était pour construire le métro, parce que la Belgique était détruite après la Seconde Guerre mondiale, qu'il fallait des mains pour pouvoir reconstruire ce pays, et qu'aujourd'hui, il n'y a aucun lieu qui reconnaît, et qu'à l'école, ça n'est même pas transmis, en fait, et qu'on a encore dans nos ancêtres les Gaulois. Aujourd'hui, nos ancêtres sont pluriels. On est porteurs d'identités multiples et qu'on n'a pas à choisir. Et pendant longtemps, on nous a demandé, est-ce que vous êtes belge ou marocain, belge ou italien, est-ce que vous êtes... Et en fait, à un moment donné, on se dit, on doit choisir. Mais en fait, non. Et qu'on est les deux, on est les trois. Et que moi, de là où je vous parle, je suis européenne et africaine. Que je suis belge et marocaine. Que je suis femme et bruxelloise. Que Jean Radical, c'est d'avoir... Quand on organise une fête, c'est pas simplement d'inviter les gens à la fête, mais de faire en sorte qu'ils soient autour de la table pour organiser la fête. Bonjour Fatima. Bonjour Luigi. Fatima Zibou, alors c'est vraiment un plaisir tout simplement de t'accueillir sur le podcast Positive Changemakers, parce que ça fait longtemps que je voulais te recevoir sur ce podcast. On est rentré en contact il y a quelques temps parce que tu as une histoire personnelle qui inspire et non seulement par rapport à ton histoire, mais également les différentes casquettes finalement que tu portes aujourd'hui. Donc on en parlera et je trouve vraiment que tu incarnes finalement cet engagement sociétal sincère que nous aimons mettre en avant ici sur le podcast. Alors tu as 42 ans, tu es originaire de la commune de Molenbeek à Bruxelles, issu d'une famille d'immigrés marocains. Tes grands-parents ont rejoint la Belgique dans les années 70, comme beaucoup de personnes d'origine marocaine. Je présume pour pouvoir offrir un avenir meilleur à leurs enfants, leurs petits-enfants. Alors Fatima, je pense qu'on peut le dire tout en gardant la modestie nécessaire, que quand on voit ton CV, je pense que leur mission est probablement plus que réussie par rapport à tes parents et tes grands-parents, diplômés de Sciences Po de l'ULB, également doctorat en sciences politiques et sociales de l'ULG que tu as obtenu en 2021, si mes informations sont bonnes. Plus particulièrement sur les revendications politiques des minorités ethniques en Belgique. Alors je me suis intéressé, très intéressant, d'ailleurs on pourra en parler éventuellement un peu plus tard. Tout ça avec en parallèle un parcours professionnel, notamment chez Actiris, l'Office régional bruxellois de l'emploi, le Forum bruxellois pour les francophones qui nous écoutent ou le Pôle emploi pour les Français qui nous écoutent, où tu as notamment mis sur pied le service antidiscrimination à l'emploi. Alors, tu es également, depuis un peu plus d'un an, le visage francophone de Bruxelles 2030. Vous portez finalement la candidature de Molenbeek comme capitale culturelle de l'Europe. Alors ça, Fatima, c'est ce que dit plus ou moins ton CV dans les grandes lignes. Mais tu sais qu'ici, dans le podcast, on a envie de s'intéresser plutôt à la personne derrière. Il y a beaucoup plus que ça. Alors, ma première question est toute simple. Qu'est-ce qui t'anime, Fatima, depuis ton plus jeune âge, finalement, à poursuivre ce combat sociétal, ce parcours qui t'anime et qui t'amène là où tu es aujourd'hui ? Mon engagement s'inscrit, je pense, dans une hypersensibilité aux questions liées à la justice. Je crois que depuis toute petite, j'ai été très attentive et très sensible à ce qui se passait autour de moi, mais aussi dans le monde. Et je me suis toujours demandé, mais en quoi je pouvais être actrice de changement et pouvoir contribuer avec ma petite pierre à un monde meilleur. Et c'est quelque chose qu'on ne réalise pas toujours. Et je me demande souvent si finalement cette graine d'engagement, est-ce qu'on est avec ou pas. Et j'ai vraiment le souvenir, dès mon plus jeune âge, si je voyais une guerre à la télé, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, j'essayais de créer des actions pour contribuer à récolter, par exemple, des fonds pour les orphelins. En étant adolescente déjà, éventuellement ? Oui, très jeune, même dans des contrées que je ne connaissais pas. Je me souviens qu'il y a plus de 25 ans, c'était la guerre en Tchétchénie qui m'avait fortement marquée. Je ne savais même pas où ça se trouvait. Et j'étais en train de me dire, mais comment je peux faire pour aider ces gens ? Et donc, je me souviens d'avoir été voir une ONG pour dire, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et ils m'ont regardé avec des yeux de merlan-frit en me disant, mais qu'est-ce qu'elle nous veut ? Ils ne m'ont pas pris au sérieux. Et donc, je me souviens avoir organisé une grande journée de solidarité. On a récolté des fonds et à l'époque, c'était 100 000 francs belges. Et donc, j'étais venue à l'ONG en disant, mais voilà, avec cet argent-là, j'aimerais qu'on puisse pouvoir aider les... Mais c'était comme ça, en fait. Et ça, c'est un souvenir qui est encore très, très clair dans ta tête. C'est un souvenir parmi d'autres, du coup ? Oui, c'est un souvenir très clair parce que c'était vraiment ma première action. Je pense que j'avais 16-17 ans. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, on a
tous et toutes un pouvoir de changement. Il faut juste y croire et toujours avoir ce mindset que l'impossible est toujours possible. Et là, on se rend compte de la marche qu'on a et c'est aussi une forme de gratification qui nous pousse à aller de l'avant. Et c'est à chaque fois comme ça. Si je vois dans le quartier qu'il y a des personnes en situation de précarité, j'étais très jeune, j'avais 17 ans, je me suis dit, mais comment avoir les adresses de ces personnes-là? Donc j'avais été au CPS, ils me disaient, mais on ne peut pas donner les adresses. Je disais, ok, mais alors on va essayer de trouver une solution. Et donc j'avais organisé une récolte de vivres non périssables. Et donc, on avait distribué un flyer dans toutes les boîtes aux lettres en disant, mais pour ceux qui avaient besoin, venez récupérer les denrées, on fera des colis. Et c'est comme ça, en fait. Toujours, tout est possible. Quand on vous dit non, eh bien, trouver Mais façon il y a que ça une soit graine qui a été semée par tes parents, par ta famille. Tu es l'aîné d'une grande famille ou vous êtes combien, si c'est pas indiscret? Oui, je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. De 4 Mes enfants. grands-parents sont arrivés, ils avaient 11 enfants, donc j'ai 80 petits cousins. Enfin, voilà, c'est Une grande très famille, grande oui, famille. oui. Oui. Non, c'était pas dans une culture familiale d'engagement. Mes parents n'étaient pas particulièrement engagés et encore aujourd'hui. Donc, c'est pas le contexte familial ni le contexte social, je pense. Tu es un peu la seule dans ta famille, par exemple, par rapport à tes frères et sœurs, à avoir un peu cette niaque d'aller aider ceux qui en ont besoin? Je pense que oui, dans ma famille en général, je suis une des seules, mais mon papa aussi est de plus en plus engagé avec moi parce que j'essaie de l'amener avec Oui, moi on le aussi, voit régulièrement sur tes réseaux sociaux. J'invite d'ailleurs les auditeurs à le découvrir. C'est une grande fierté pour toi, ton papa, et vice-versa, j'imagine aussi. Oui, tout à fait. Et il est aujourd'hui très impliqué aussi avec mon village d'origine qui se trouve dans les montagnes du Maroc. Et donc, on essaie aussi de créer, renforcer la solidarité entre ceux qui sont partis et qui ont aujourd'hui des privilèges avec ceux qui sont restés. Magnifique. Et par rapport à ton parcours, si on peut un peu revenir en arrière, ton parcours scolaire, donc tu grandis à Molenbeek, tu as fait tes études dans une école secondaire à Molenbeek, j'imagine? Oui, tout à fait. Retrace-nous un petit peu comment tu en arrives également à un moment donné aussi, du coup, à l'ULB. J'imagine que c'est un peu cliché, mais d'un côté, c'est vrai, tu as fait des études sur les ethnicités minoritaires, etc. À atteindre des études universitaires, c'est pas, ça court pas les rues, on va dire. Tu es toi-même, je pense, une des premières de la famille à avoir un diplôme universitaire, c'est d'ailleurs mon cas également. Je me dis, comment du coup t'en es arrivé là? Est-ce qu'il y a des obstacles éventuellement que tu as dû franchir? Comment ça s'est passé un petit peu ce parcours scolaire? Est-ce qu'il s'est passé magnifiquement bien d'une ligne droite ou pas mal d'obstacles que tu as dû franchir? Alors moi, je viens d'une famille de l'immigration. Mon papa était ouvrier électricien, ma maman n'avait jamais été à l'école. Dans ma famille, effectivement, j'étais la première à entreprendre des études universitaires. C'était pas quelque chose qui allait de soi. J'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas cette culture d'aller au théâtre, d'aller voir des expositions, des musées. Mais par contre, depuis toujours, j'étais très curieuse. Et la bibliothèque de mon quartier m'a beaucoup apporté. J'étais dans une école du quartier, à Molenbeek, et puis j'ai changé d'école. J'étais à la ville de Bruxelles pour 4e, 5e, 6e année secondaire. Là, ça m'a sorti un petit peu de mon entre-soi du quartier pour me découvrir de nouveaux horizons. Et là, j'ai pu faire l'université. Et pour moi, ça a été, je le dis souvent, un peu le choc des civilisations parce que je sortais de mon monde pour découvrir d'autres univers culturels et sociaux. Et c'était pas facile parce que finalement, ça a des répercussions sur qui nous sommes en termes d'identité. Et c'est génial, en fait. Et pour tes parents, c'était une réelle volonté aussi de te pousser dans cette direction-là ou il y avait des craintes peut-être de leur côté? Bien au contraire. Je crois que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que mes parents m'ont poussée, parce que mon papa, je pense qu'il aurait rêvé de faire des études universitaires, mais que les conditions socio-économiques ne lui permettaient pas, parce qu'il fallait nourrir la famille, et que ma maman n'a pas eu la chance. Et donc ma maman, elle sait c'est quoi la valeur des études, et elle m'a toujours encouragée. Et d'ailleurs, elle a repris l'école quand elle avait 45 ans, une fois que ses enfants ont grandi. Et c'est là qu'elle a appris à lire, à écrire en français, en arabe, et vraiment, comme quoi, il n'y a pas d'âge. Donc je dois tout à mes parents. Elle a été inspirée par ses enfants, finalement. Parce qu'elle nous a inspirés, et parce que à un moment donné, elle s'est dit, on l'a encouragée à aussi penser à elle, parce que nos parents ont tout donné pour les enfants. Donc ça n'a pas été facile. Quand je suis arrivée à l'université, j'ai recommencé ma première année parce que je comprenais rien en fait. C'était vraiment très compliqué. Pourtant, le parcours s'était bien passé jusque-là. Le secondaire Le secondaire, oui, ça s'est bien passé parce que voilà, jamais étudié, jamais lire, jamais. Mais à l'université, c'était vraiment très très difficile. Je m'y retrouvais pas, et donc je comprends qu'il y a un taux d'abandon énorme, notamment des personnes issues de l'immigration, des quartiers populaires. Mais vraiment, la moralité, c'est de pas lâcher, et que je dis souvent. Et qu'est-ce qui te manquait peut-être avec le recul à ce moment-là, selon toi?
Je pense que il y a la question du réseau, de l'environnement, d'avoir ces codes culturels et sociaux, de pouvoir aussi intégrer ce mindset qui n'est pas, qui quand on grandit pas dans ça, c'est compliqué. Mais c'est de se dire qu'on n'abandonnera pas. Et moi, j'adore cette phrase de Confucius qui dit que l'échec, c'est pas de tomber, c'est de rester là où on est tombé. Donc à partir du moment où on se relève, eh bien alors on peut y arriver. Mais je veux dire, moi, mes études universitaires, à l'époque, c'était 4 ans, j'ai fait 6 ans. Ma thèse de doctorat, au lieu de faire 4 ans, j'ai fait 10 ans. Donc ça a pris plus de temps. Mais tu travaillais en parallèle aussi, non, pendant ta thèse? Je travaillais en parallèle, puis j'étais maman pendant Ouais. ma thèse doctorat. Donc oui, c'était plus challenging. Mais en même temps, je pense que le plus important, c'est pas nécessairement la durée, c'est le fait de ne pas lâcher, en fait. C'est ça, C'est et d'y vraiment arriver. Et la thèse de doctorat, elle s'est faite parce qu'on te l'a proposée, parce que toi, tu as eu la volonté toi-même de creuser. Parce que ça aussi, pas tout le monde a envie de se lancer dans une thèse de doctorat, Non, ça prend du temps. Du tout. Alors moi qui venais pas d'une famille universitaire, bien mon premier job après mes études de sciences politiques à l'ULB a été de travailler à l'université. J'ai travaillé à l'Institut européen de l'ULB, mais j'ai surtout travaillé au Centre d'études d'ethnicité et d'immigration de l'Université de Liège pendant 10 ans à faire des recherches. Et là, on me propose de faire un doctorat et j'ai pas très bien compris parce que pour moi, c'était pas du tout destiné. Et puis je me suis dit pourquoi pas, j'adore les challenges et je l'ai fait. C'était pas facile. À plusieurs reprises, T'as failli arrêter, j'imagine. Il Oui, y a bien beaucoup sûr. de taux d'arrêt en fait pour les thèses. Et en fait, ma maman me disait je veux que tu continues, n'arrête pas. Et donc c'est pour elle que j'ai continué. Et je crois que si aujourd'hui je suis docteur en sciences politiques, c'est beaucoup grâce à ma maman. C'est beau ça. Oui, je suis émue de le dire. Parce qu'elle n'était plus là quand j'ai défendu ma thèse. Ah oui, tu as perdu ta maman, oui, j'ai cru le lire, effectivement. Ouais. Mais en tout cas, du coup, probablement qu'elle est fière de là où elle est également. Merci de nous partager ça. Écoute, je voudrais revenir peut-être un petit peu sur cette différence finalement aussi qui est marquée, que nous partageons par rapport à l'immigration, mais encore plus, évidemment, on sait que la réalité n'est pas toujours simple pour les personnes issues de l'immigration, surtout marocaine et turque. Sans tabou, évidemment, la religion musulmane est différente, donc il y a quelque chose pour ça. Tu portes également magnifiquement un foulard, j'imagine que là aussi tu marques une autre différence. Tu as dit dans une interview par rapport à la discrimination qu'on la vit un peu comme une seconde peau. Elle nous appelle à faire plus d'efforts que les autres, à faire preuve de plus de compétences. C'est une charge mentale permanente qui fait qu'on intègre l'idée de ne pas avoir droit à l'erreur de façon permanente. C'est dur en fait quand même quand on lit ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'encore aujourd'hui tu as l'impression que on est dans ce cas de figure-là malgré les évolutions sociétales? Oui, tout à fait. C'est devenu même quelque chose qui a un mindset au quotidien. C'est-à-dire qu'on se donne moins le droit à l'erreur. On se doit aussi d'être impeccable, irréprochable. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai une attention particulière à ma tenue vestimentaire, à mon sourire, à ma ponctualité. Mais c'est vraiment devenu, et c'est pas quelque chose qu'on me l'a imposé. Je pense que c'est quelque chose que j'ai dû intérioriser pour peut-être être considéré à pied d'égalité avec les autres. Et c'est vrai que quand on est petit, depuis qu'on est petit, en fait, il y a ce double standard, il y a ce regard, il y a ce truc de curiosité. On sent qu'on n'est pas comme les autres. Voilà, je vais dans des univers où je suis souvent la seule issue de l'immigration maghrébine, avec mon apparence, avec mon prénom. Et j'adore ça, parce que je pense qu'il faut aussi pouvoir, chacun et chacune d'entre nous, sortir de nos entre-soi. Et je sais que c'est pas évident. Et en plus, je parle pas que sur la question culturelle, mais aussi sur la question sociale. Je veux dire, quand on fréquente des milieux privilégiés, de bourgeois, etc., c'est aussi d'autres codes et qui sont pas inhérents à la culture, à la nationalité d'origine. Et c'est vrai que... mais en fait, avec le temps, j'en ai fait une fierté, une force. Je pense qu'il y a beaucoup de résilience autour de ça et qu'aujourd'hui, je fais de ma différence une véritable plus-value et donc quelque chose dont je suis fière et je n'ai pas à rougir. Pendant un moment, j'ai eu ce syndrome d'imposteur où je ne me sentais pas vraiment à ma place, où je me sentais même limite, je dois faire pas trop de bruit. Aujourd'hui, non. J'avance vraiment fière, debout et fière de ce parcours-là, en fait. Donc, et effectivement, en plus, j'imagine aussi que ce genre de parcours, enfin pas j'imagine, j'en suis persuadé, inspire également d'autres personnes qui s'identifient peut-être à toi et qui aussi ont envie de comment dire,
oui, de prendre leur place comme n'importe qui, comme tu le dis toi-même. Oui, je pense même que pour moi, c'est aussi, il y a cette idée aussi de pouvoir inspirer les plus jeunes, et je veux qu'ils aient conscience que le champ des possibles est bien plus grand que ce qu'ils pensent. Et je pense que parfois, on n'ose pas rêver grand, on n'ose pas se projeter grand, parce qu'on pense qu'on n'a pas sa place là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle aussi, j'ai investi ma communication sur Instagram, sur LinkedIn, pour montrer que c'est possible et que je suis dans des lieux complètement improbables. Et quel est un petit peu peut-être le retour que tu dois avoir de tes proches, de tes parents, de tes frères et sœurs, peut-être de tes amis également, peut-être même de ta copine d'origine de Molenbeek qui ont peut-être grandi avec toi. Quels sont un peu les retours comme ça que tu as Est-ce que c'est « Waouh, Fatima, bravo hein, » ou bien mais qu'est-ce que tu fais en fait Tu t'éloignes de tes racines, quoi, tu vois. Non, je pense qu'il y a un peu de tout. C'est clair que je sens la fierté et l'inspiration. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un trophée d'honneur des Diwan Awards qui marque en fait des prix de la communauté belgo-marocaine en présence du Premier ministre. Et en fait, j'étais même pas nominée. Et donc, c'était un jury. Et donc, je vois bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'inspiration. Les parents me contactent parfois pour parler avec leurs enfants, pour qu'ils s'investissent dans les études. Donc, il y a aussi cette responsabilité de rôle modèle. Et je le remplis avec beaucoup d'humilité parce qu'on en a besoin pour pouvoir se projeter. Et c'est une responsabilité aussi pour moi je viens d'un milieu où c'était pas facile, dans la précarité. Il y avait de la pauvreté, j'en étais pas consciente quand j'étais enfant, mais c'est après que je me dis ah ouais, quand même on n'avait pas d'eau chaude, ah ouais quand même j'avais pas de bureau ni rien du tout, et c'est après qu'on se rend compte qu'on vient de ce milieu-là, mais qu'à un regard d'enfant, on n'en est pas conscient. Mais c'est maintenant être conscient que j'ai des privilèges et que la vraie question est de savoir qu'est-ce que je fais de ces privilèges-là. Et l'importance de redonner pour pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre. Il y a aussi parfois de l'incompréhension, on ne comprend pas trop ce que je fais, on ne comprend pas trop pourquoi est-ce que je m'engage autant et pourquoi est-ce que je me casse la tête à devoir donner autant. Mais ce n'est pas grave, moi je sais le pourquoi et je sais l'impact collectif que cela peut avoir au niveau aussi de l'importance de casser les stéréotypes, les représentations négatives qu'il peut y avoir sur des personnes qui viennent de ma communauté d'origine. Et donc, c'est ça véritablement ton combat aussi, hein. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, le fil rouge finalement qui t'anime? On parlait tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement, quel est notre why, notre mission. Toi, ta mission aujourd'hui, je sais, est-ce qu'elle est plus ou moins clairement définie dans ta tête? C'est ça finalement, c'est d'être un rôle modèle, de casser les codes, de lutter contre les discriminations. Est-ce que c'est dans cette ligne-là ou c'est peut-être plus large que ça? C'est beaucoup plus large que ça. Je refuse de m'enfermer dans cette lecture victimaire autour de la discrimination non, pour moi, c'est bien plus grand que ça. Ma mission de vie, elle est véritablement de pouvoir créer des connexions entre les différents univers culturels et sociaux, avec cette attention particulière pour ceux qui sont moins privilégiés, les plus fragilisés, pour faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de cet ascenseur social et qu'ils puissent bénéficier des mêmes conditions de réussite que n'importe qui d'autre. Et connecter, c'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien, parce que je crois très fort en la force de la connexion, parce que c'est ce qui crée de l'impact. C'est parfois mettre 2 personnes en contact, c'est comme planter une graine, parce que ça renforce la synergie, et de là naissent des actions, des initiatives, des rencontres. Et à travers ça, c'est comme ça qu'on lutte contre les ignorances, les peurs, les stéréotypes. En fait, c'est la conséquence de cela. Connecter les différents mondes pour qu'ils se connaissent. Oui. Notamment. Et du coup, ça me permet de faire le pont avec Bruxelles 2030. Donc Bruxelles 2030, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Alors, l'idée, en fait, c'est de présenter Molenbeek-Bruxelles comme candidat pour être capitale européenne de la culture en 2030. Donc en 2030, la Belgique aura le titre de capitale européenne de la culture et je travaille avec mon collègue Ian Goossens pour faire en sorte que nous puissions avoir le titre. C'est pas facile parce qu'on a de sérieux concurrents dans d'autres villes belges, Bruges, Gand, Courtrai, Louvain, Namur. Mais l'idée, en fait, à travers cette candidature, c'est de réfléchir sur un véritable projet de ville et de créer un nouveau nous, partie d'un territoire, Bruxelles et de Molenbeek en particulier, pour essayer de créer une nouvelle synthèse, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir un véritable projet de ville, c'est en essayant d'identifier le commun à partir de valeurs qui nous rassemblent, de projets culturels et artistiques pour renforcer ce nouveau nous. Donc c'est ça qui se joue. Et si du coup Bruxelles-Molenbeek gagne pendant 1 an, alors c'est ça ou c'est plus? Et alors la capitale européenne culturelle, c'est ça, enfin la capitale culturelle de l'Europe plutôt, c'est ça en fait l'enjeu. Hein. En 2030, mais c'est pas juste pendant 1 an, il y a aussi ce legacy qui est très important. On sait le reste pour toujours. Oui, et on sait que ce titre transforme profondément
profondément une ville. Marseille, Lille, il y a toute une série de villes qui ont connu une profonde mutation à travers cette candidature. Et pourquoi Molenbeek et pas la ville de Bruxelles, du coup, qui est peut-être plus connue en termes mondiaux? Pourquoi est-ce qu'il y a cette combinaison? Pour deux raisons, parce que la ville de Bruxelles a déjà eu le titre en 2000. Il y a Bruxelles 2000 comme capitale européenne de la culture. Il y a aussi une tendance de l'Europe de moins privilégier les grandes villes. Et en fait, finalement, Molenbeek, pourquoi ? Parce que Molenbeek est connu dans le monde entier de façon pas très positive. Et il y a plein de choses qui se passent. Et Molenbeek est un peu à l'avant-garde de des tensions, en fait, qui cristallisent les futurs des grandes villes, notamment en termes de gestion de la diversité sociale, culturelle, des inégalités socio-économiques. Et donc là, on a un beau défi à relever, une belle opportunité pour pouvoir créer quelque chose qui pourrait inspirer d'autres villes d'Europe. Et justement, donc tu parlais tout à l'heure aussi un peu de ta mission, mais c'est la mission qui se retrouve dans Bruxelles 2030. Donc je ne te pose même pas la question comment tu t'es retrouvé là. Je pense que probablement que naturellement les choses se sont faites et que ton nom a peut-être été évoqué à un moment donné. Enfin, tu peux m'en partager un peu plus. Mais la question surtout que je voudrais lier à cela, c'est qu'est-ce qui manque du coup justement selon toi aujourd'hui dans une ville de Bruxelles qui est, je pense, la deuxième plus diversifiée au monde après Dubaï, si j'ai bien lu mes informations. Qu'est-ce qui manque finalement pour lier ces communautés qui effectivement vivent encore beaucoup trop de manière complètement distinguée, sans se connaître, sans se fréquenter. Quand on regarde même bêtement, pour pas parler politique, mais quand on regarde les résultats électoraux aussi, on voit toujours une grande disparité également par rapport à certaines communes du nord de Bruxelles par rapport aux communes du sud de Bruxelles. Donc il y a quand même pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui on se dit il y a encore du boulot. Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu cette mission parce que j'ai fait partie, j'ai postulé tout simplement et qu'il y avait une 50aine de candidatures et que je suis ressortie première du classement et que le gouvernement a présenté du coup ma nomination. Donc ça s'est fait sur base de mes compétences. Et félicitations alors, avec un an de retard, félicitations. Merci. Et puis ma thèse de doctorat est consacrée aux expressions culturelles et artistiques à Bruxelles en l'occurrence. Et puis mon engagement depuis plus de 25 ans sur le terrain fait que ça a pu être une plus-value pour cette candidature. Et pour répondre à ta question, ce qui manque à Bruxelles, c'est qu'effectivement on est fier qu'elle est la ville la plus cosmopolite d'Europe, étant donné qu'elle est la deuxième au monde après Dubaï, mais qu'on a quand même de gros challenges pour encore renforcer les espaces de partage entre les différents groupes sociaux que compose cette ville. Parce que même si elle est plus diversifiée, en réalité, quand on regarde de près, ça reste quand même des communautés qui se juxtaposent, qui se côtoient, où il y a très peu de mobilité. Les gens d'Uccle ne viennent pas à Molenbeek, les gens de Molenbeek ne vont pas à Oudergem ou Lubé. Donc il y a vraiment quelque chose à créer en termes aussi de sentiment d'appartenance à cette ville et à ce pays qui transcende en fait nos différences culturelles et sociales. Et je crois que c'est vraiment ça qui se joue parce que c'est tellement beau en fait, c'est tellement formidable de pouvoir rencontrer l'autre qui ne me ressemble pas. C'est la force de Bruxelles. Oui, bien sûr, et je t'écoute attentivement parce que je me dis Bruxelles, il n'y a pas que Bruxelles, il y a plein d'autres villes évidemment qui ont ce même challenge. Mais concrètement, par exemple, je vois que vous organisez des fois des réunions où vous essayez de vous rassembler des femmes, notamment des gens de différents quartiers. Concrètement, est-ce qu'il y a des pistes comme ça sur lesquelles vous réfléchissez, vous travaillez avec Bruxelles 2030 pour créer cette synergie, pour que justement quelqu'un d'Uccle rencontre quelqu'un de Molenbeek et vice-versa? Oui, bien sûr, on a créé toute une série d'initiatives comme la Summer, la Spring Assembly qu'on organise avec l'ULB, la VUB, qui sont des moments de réflexion avec les différentes parties prenantes, les forces vives de Bruxelles, notamment les changemakers de Bruxelles. On a la Youth Coalition, on fait ça avec des jeunes, des 19 communes de Bruxelles pour les mettre ensemble, pour réfléchir sur l'avenir, les enjeux, les challenges. C'est intéressant, et comment ça se passe ça du coup, quand tu rassembles tout ce beau monde? C'est extraordinaire, c'est pour moi, c'est là où je plane, dans le sens où c'est là où je me dis, mais on arrive à créer ces espaces avec des gens différents, mais qui partagent cette volonté de contribuer de façon positive à cette ville, parce qu'on l'aime, et parce qu'on a un sentiment d'appartenance, mais bien évidemment, ça ne peut fonctionner que si on développe une méthodologie d'inclusion radicale, dans la mesure où il faut vraiment faire en sorte qu'on ait une véritable diversité en termes de territorial, de culture, d'âge, etc. Et pour cela, on n'a
peut-être pas l'occasion d'y revenir, mais c'est des expériences qui viennent du GMIL, où j'étais l'une des cofondatrices, donc avec David Van Reybrouck. Oui, le GMIL, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un forum de citoyens, 2000 citoyens, c'est ça? C'est ça, en 2011, donc on avait battu le record historique, on n'avait pas de gouvernement. Et donc, avec David Van Reybrouck, il y avait cette idée de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne tirerait pas 1000 citoyens, tirer au sort 1000 citoyens venant de toute la Belgique pour réfléchir un peu ensemble aux enjeux du pays. Au début, j'y croyais pas vraiment parce que je me suis dit mais comment faire ça? Et puis finalement, ça a été une des expériences d'innovation démocratique qui a complètement changé ma vision de la participation citoyenne, qui montre qu'en fait, au-delà des élections, il faut qu'on développe d'autres moments où les citoyens aussi prennent leur destin en main. Et c'est encore actif, le GMIL? Toujours, je suis toujours dans le conseil d'administration du GMIL et ils sont toujours engagés sur toute une série d'initiatives. Et c'est de là, en fait, qu'est venue aussi cette initiative que j'ai co-créée il y a 5 ans, qui est le W100, Women 100, qui part un peu du même état d'esprit, mais là plus à Bruxelles, avec des femmes. Et l'idée, c'est un petit peu de réunir 100 changemakers, 100 positive changemakers, et donc tu pourrais avoir 100 femmes. C'est ça, et là, c'est vraiment de faire le pari de le faire au féminin et sur Bruxelles. Et de réfléchir sur les questions qui nous touchent. La première année, c'est sur la question des inégalités. On a traversé l'espace public, sur la question de la gestion de la crise Covid. Et c'est pour moi, vraiment ça... Quand je suis dans ces moments-là, je me dis waouh, on y est, quoi. Mais quel est le besoin pour toi, du coup, à ce moment-là, de lancer ça? Tu vois, c'est pas comme si tu n'avais pas assez de projets déjà gérés à ce moment-là. J'imagine. Qu'est-ce qui te drive, du coup, à se dire à ce moment-là, maintenant, je vais rassembler 100 femmes pour réfléchir là-dessus? C'est ton côté engagé, tout simplement, que dès que tu vois des opportunités, tu as besoin de trouver, entre guillemets, une solution? Oui, tout à fait. Je suis vraiment problème-solution, en fait. Dès que je vois quelque chose, je me dis, mais en fait, on peut contribuer à résoudre ça. Mais avoir ce mindset, c'est horrible. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu écoutes un podcast ou que tu lis un article ou quoi, tu es directement en train d'élaborer un plan d'action pour essayer de voir ce qu'on fait. Effectivement. Et on va d'ailleurs y revenir un peu plus tard, si tu veux bien, parce qu'on avait prévu effectivement un peu de parler de ce côté multi-projet. J'aimerais revenir encore en quelques instants sur Bruxelles 2030, si tu veux bien. Évidemment, donc vous êtes deux. Vous êtes les visages, hein, toi et Johan, hein, c'est ça, pour le côté néerlandophone, une francophone, un néerlandophone. Mais après, évidemment, s'il faut que quelque chose bouge, il va falloir faire appel au monde politique, j'imagine, à ce moment-là. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que en 2030, l'idée, c'est de transmettre des recommandations au gouvernement bruxellois, du coup, à ce moment-là? Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, le gouvernement bruxellois, bon, il y a eu les élections, et quand ce podcast sortira, nous espérons que le gouvernement sera peut-être formé à Bruxelles, mais ça, peu importe. Indépendamment de cela, quel est un peu le lien et le soutien du monde politique par rapport à ce projet de Bruxelles 2030? Le projet est pleinement soutenu parce que c'est le ministre-président Rudy Verwoerd qui avait émis l'intention en 2016, juste après les attentats, que Bruxelles soit candidate au titre de capitale européenne de la culture. Et le soutien vient de l'ensemble du gouvernement bruxellois. Et c'est un projet qui est soutenu tant par les députés de la majorité que de l'opposition. C'est un projet qui rassemble. C'est un projet qui dépasse les clivages politiques, idéologiques et linguistiques. Et c'est ça qui est magnifique dans ce projet. Alors, on n'est pas là pour faire du plaidoyer politique avec des revendications. Nous sommes surtout là pour essayer de traduire les préoccupations des Bruxellois et des Bruxelloises dans une programmation culturelle et artistique en 2030. Et en fait, c'est quelque part une façon de faire Bruxelles, travailler sur quels sont nos rêves, quels sont les défis, quels sont les challenges, nos peurs, nos besoins pour Bruxelles. C'est sur base de ça que nous allons essayer de créer cette programmation. Et on l'a fait avec les jeunes, parce qu'on a réuni la voix de 1000 jeunes bruxellois qui ont participé à cette plateforme qui s'appelle Speak Up. Et là, on voit très très clairement que les 4 enjeux, c'est d'abord 1, la justice sociale et les inégalités socio-économiques. 2, la question de l'hyperdiversité de Bruxelles, comment est-ce qu'on vit en fait avec toutes ces différences. Le 3e qui vient en force, c'est vraiment la nature dans la ville, quelle est la place du vert et du bleu dans cette ville. Et enfin, la question de la sécurité, et l'espace de liberté, qui est vraiment... font partie des préoccupations des jeunes sur lesquelles nous travaillons au quotidien pour notre programmation. Il y a une question spontanément que j'ai envie de te poser, Fatima. Donc effectivement, vous travaillez sur tout ce qui est expression et représentation artistique et culturelle pour rassembler les communautés. Donc c'est ça aussi, évidemment, l'objectif de Bruxelles 2030, ville capitale européenne de la culture, ou peu importe comment. Je ne sais pas dans quel ordre on le dit, en fait, c'est capitale européenne de la culture, capitale culturelle européenne. En tout cas, la question c'est, si toi, là maintenant, tu étais ministre-président de Bruxelles, tu es responsable politique. Par rapport à tout ce que tu vois depuis ces dernières années,
quelles seraient pour toi éventuellement les 2-3 choses où tu te dis politiquement, voilà ce que moi je pense on devrait peut-être changer ou mettre en place pour que le vivre ensemble soit plus harmonieux? C'est une question peut-être un peu vaste, mais voilà, j'aimerais t'entendre là-dessus. Je ne sais pas s'il y a comme ça quelques pistes. Si demain, voilà, tu n'es pas en politique, mais tu étais ministre-présidente de Bruxelles, donc tu enlèves pour 2 secondes la casquette de Bruxelles 2030, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu proposerais? La première des choses, c'est que je pense que je renforcerai les mécanismes de participation citoyenne pour donner plus de voix aux concernés des politiques publiques. Alors, on peut être fier que Bruxelles est vraiment un des fleurons, en fait, cette démocratie participative, délibérative. D'ailleurs, elle a reçu un prix il y a quelques mois d'exemplarité en la matière. Mais je pense qu'on devrait renforcer cela. Ça nous permettrait d'éviter tous ces débats qu'on a eu notamment autour de Good Move, par exemple, où l'une des principales critiques est qu'il n'y a pas eu assez de concertation avec les concernés, c'est-à-dire avec les habitants du quartier qui allaient subir toutes ces transformations de la mobilité. Je pense que c'est essentiel, en fait. Donc, en parallèle avec les élections, en fait, pour toi, il faut vraiment qu'on ait beaucoup plus des espaces encore de parole. Oui, bien sûr. On ne peut pas se permettre de demander aux citoyens leur avis une fois tous les 5 ans. Je veux dire, on n'est plus dans cette logique-là. Aujourd'hui, même dans les entreprises, on est beaucoup plus dans une écoute. Je crois très très fort en l'intelligence collective. En fait, quand on parle de cyberdiversité, on sait que les études montrent que quand on a de la diversité autour de la table, eh bien, on a des idées qui sont beaucoup plus créatives, originales, qui augmentent les performances d'une entreprise. Mais c'est pareil en politique. Et à un moment donné, il faut toujours se poser la question que quand j'élabore des projets, des idées ou que sais-je, se dire mais qui j'ai autour de la table? Est-ce qu'autour de la table, j'ai des gens qui me ressemblent ou j'ai véritablement une diversité et notamment les concernés? C'est pour ça que je répète cette phrase de Gandhi qui dit ce que vous faites, ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Et en fait, dans tous les projets que j'essaie de développer, eh bien, ils partent de ce principe-là que moi, je développe notamment dans mon TEDx sur l'inclusion radicale, que je n'ai pas le temps de développer, mais que je vous invite à écouter. C'est de se dire, en fait, l'inclusion radicale, c'est d'avoir... Quand on organise une fête, c'est pas simplement d'inviter les gens à la fête, mais de faire en sorte qu'ils soient autour de la table pour organiser la fête. Et ça donne un mécanisme complètement différent et c'est ce qui va me permettre de prendre en considération. C'est ce que j'ai fait quand j'ai créé un service dans cet organisme public, c'est que dans mon recrutement, j'avais des personnes qui avaient des sensibilités différentes, toujours à compétences égales, mais quand vous avez une personne en situation de handicap dans vos réunions d'équipe et qui attire votre attention sur le fait que la team building que vous allez organiser autre chose, eh bien, n'est pas assez inclusif, eh bien, vous-même, ça vous permet de sortir en fait de vos biais inconscients pour essayer de rendre plus accessible. Et quand on fait une attention particulière, même dans l'organisation du buffet, à ceux qui sont intolérants au gluten ou avoir un peu quelque chose halal, eh bien, ça permet de se sentir bien. Et la question du bien-être, elle est essentielle. Donc pour moi, j'ai pas le temps de développer, mais je crois que c'est inévitable. On doit renforcer ces mécanismes de participation. Et puis l'autre chose qui me tient véritablement à cœur, c'est qu'on doit travailler sur un narratif, un imaginaire commun pour pouvoir réfléchir sur cette destinée commune en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit développer cette fierté d'être appartenir à une ville. Si je parle de Bruxelles, on doit être fier de Bruxelles, on doit parler de cette histoire, de ces folklores, de ces rituels qui doivent aussi être réinterrogés. On n'a pas, par exemple, à Bruxelles, un musée qui parle de toutes ces vagues de l'immigration, mais qui intègre aussi le folklore du Meiboom ou de l'Ommegang, jusqu'à aujourd'hui la Zinneke, et qui fait qu'aujourd'hui on valorise, par exemple, mes grands-parents, quand ils sont venus, mes oncles aussi, eh bien, c'était pour construire le métro, parce que la Belgique était détruite après la Seconde Guerre mondiale, et qu'il fallait des mains pour pouvoir reconstruire ce pays, et qu'aujourd'hui il n'y a aucun lieu qui reconnaît, et qu'à l'école ça n'est même pas transmis en fait, et qu'on a encore dans nos ancêtres les Gaulois, mais aujourd'hui nos ancêtres sont pluriels, et le fait de pouvoir développer ce narratif, eh ben, de se dire, mais en fait cette ville m'appartient aussi, et je suis fière de pouvoir y contribuer. C'est intéressant ce que tu mets sur la table. Et donc il faut un temple ou un musée des Bruxellois. Maintenant, évidemment, ça n'enlève en rien qu'en parallèle, il faut effectivement que Bruxelles évolue aussi du coup dans le bon sens avec tous les défis qu'elle connaît. Parce que sinon, j'ai envie de dire, pour être un peu provoquant, le narratif c'est bien, mais si le narratif ne colle pas non plus avec la réalité de la ville, on n'y est pas non plus. Oui, mais ça part d'un narratif.
ça part j'aime pas trop parler d'identité parce que j'ai l'impression que quand on en parle, quelque chose qui enferme, c'est pas de faire du chauvinisme ou un nouveau nationalisme qui c'est eux versus nous versus les autres, mais c'est véritablement de faire le pari d'une identité ouverte. Et l'identité, c'est un processus, c'est une construction sociale, donc quelque chose qui puis elle peut être évolue. multiple également. Et Évidemment. c'est ça en fait. Amin Malouf, dans son livre Les identités meurtrières, a mis en évidence quelque chose qui, moi, a été un véritable déclic, c'est qu'en fait, on est porteur d'identités multiples et qu'on n'a pas à choisir. Et pendant longtemps, on nous a demandé, est-ce que vous êtes belge ou marocain, belge ou italien, est-ce que vous êtes... Et en fait, à un moment donné, on se dit, mais on doit choisir. Mais en fait, non. Et qu'on est les deux, on est les trois. Et que moi, de là où je vous parle, je suis européenne et africaine. Que je suis belge et marocaine. Que je suis femme et bruxelloise. Que je suis maman. Et c'est ça, en fait, la force. Mais c'est vrai que du coup, c'est incompréhensible, ce concept-là, pour beaucoup de personnes qui ne partagent pas cette identité multiple. La question que je me pose des fois, comment faire finalement pour que toute cette partie de la population puisse entendre ce que tu viens de dire là aussi, tu vois, et le comprendre. Est-ce qu'on est peut-être à nouveau dans le manque de se connaître, de ne pas avoir assez dans son entourage des personnes qui partagent des opinions politiques ou religieuses différentes des siennes? Est-ce qu'on est peut-être là-dedans? Est-ce que c'est là où ça coince selon toi encore ou... Mais donc pour moi, c'est d'où l'importance de ce narratif, de créer cette histoire, mais... Pour que ça marche, il faut travailler sur les communs. Donc, qu'est-ce qui nous rassemble? Et aujourd'hui, ce qui nous rassemble, par exemple, c'est le territoire. Et donc, le fait que Bruxelles est peut-être mal aimée dans ce pays et qu'elle s'interroge, eh bien, nous, on est fiers d'être bruxellois. Alors, Bruxelles, elle est pleine de paradoxes et de contrastes. On sait qu'elle est sale, on sait qu'elle a du trafic et tout, mais il y a quelque chose qu'on est bruxellois qui fait que c'était une grande ville, tout un côté provençal où les gens se disent encore bonjour, où on peut partir d'une discussion dans le métro facilement et qu'il y a quelque chose qui... Un côté village dans la ville. Il y a un côté village et les gens qui viennent de l'étranger disent mais c'est incroyable. À Bruxelles, il y a cette bienveillance, il y a cet esprit bon enfant. Et donc, je pense qu'il faut partir du commun. Et donc, pour moi, c'est Bruxelles, mais aussi des valeurs. Et donc, les questions de solidarité, de générosité, de justice sociale, d'égalité, etc., doivent aussi pour vous permettre de créer ce commun et de transcender nos différences pour pouvoir... Et j'en permets de revenir à une partie de la population qui te tient, je pense, fortement à cœur, ce sont les jeunes, justement. Je suis enseignant, comme tu sais, dans une autre école à Bruxelles, avec énormément de jeunes qui viennent d'un peu partout de Bruxelles et même ailleurs. Et justement, pour un peu faire le lien avec ton parcours personnel, la question que je me pose et que j'ai envie de te poser, c'est comment faire par contre pour que ces jeunes aussi y croient? Parce qu'aujourd'hui, je suis un peu provoquant, mais je ne suis pas sûr que tu puisses les convaincre en leur disant on va faire un narratif et entre guillemets, tu vois, tout va aller bien. Hein, c'est un peu volontaire d'être provoquant dans la question. Comment est-ce qu'on peut réussir à convaincre ces jeunes qui peuvent faire partie de la solution, qui doivent également d'ailleurs se bouger évidemment, et du coup peut-être dépasser ces pensées limitantes que beaucoup de personnes ont, que tu as dû avoir peut-être aussi à tes débuts, comme tu nous le partageais. À ces jeunes, tu as envie de leur dire quoi? Oui, tout à fait. Il faut effectivement tenir compte des réalités qui ne sont pas faciles. La semaine passée, j'étais dans une école à Molenbeek, une école secondaire, où je parlais du projet à une centaine de jeunes. Et c'était extrêmement difficile. C'était très difficile parce que ça ne les intéressait pas. Ils ne voyaient pas l'intérêt. La seule chose qu'ils voulaient savoir, c'est qu'est-ce qu'ils avaient à gagner. Est-ce qu'il y avait peut-être des jobs étudiants ou un défraiement pour pouvoir participer. Et je me suis dit, oulala, ça c'est quand même une sérieuse claque parce qu'en fait, il n'y a pas cet idéalisme, il n'y a pas cette volonté. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais c'est pour ça que la question de l'engagement, elle n'est pas innée, elle se travaille en fait. Et donc, ça prend du temps, mais je me suis dit, à ce moment-là, quand j'ai rencontré ces jeunes, waouh, les professeurs, les enseignants, ça ne doit pas être facile pour eux de venir chaque jour dans des classes face à des jeunes qui sont démotivés. Et donc, il y a un gros travail à faire qui est structurel, systémique, où il y a peut-être des choses vraiment de fond à revoir. Mais dans le même temps, quand on organisait la Youth Coalition avec ces 100 jeunes bruxellois, eh bien, ça m'a redonné espoir à la jeunesse parce que j'ai vu qu'il y avait une jeunesse qui était engagée, qui était radicale, qui était exigeante, critique par rapport au système politique et médiatique. Il y a une partie des jeunes. Il y a cette partie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec ce processus de la Youth Coalition, on s'est réunis pendant 3 jours au Parlement. Eh bien, ils se sont redécouverts bruxellois. Et certains ont dit... Ah, mais en fait, on se sent appartenir à cette ville, on veut y contribuer. On a eu la même chose avec Women 100, les 100 femmes. Samedi dernier, on a organisé notre 5e anniversaire. Et des personnes ont dit, mais en fait, j'ai redécouvert pourtant, je suis née à Bruxelles,
mais en fait, je me suis redécouverte bruxelloise. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à créer autour de ce nous, cette identité, de fierté, parce que on n'est pas assez dans cette fierté et de force de contribution pour pouvoir contribuer au rayonnement économique, culturel, social, sportif et autres de cette ville. J'y crois et c'est pour ça qu'on a besoin d'entrepreneurs sociaux, des positive change makers pour créer le changement dans cette ville. Et aller à la rencontre de ces jeunes, c'est intéressant que tu nous partages. Effectivement, ça ne m'étonne pas en tant qu'enseignant d'avoir ce genre de réaction. Qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi Oui, c'est une vraie question, effectivement. Il y a des éléments de réponse, mais je ne m'attendais pas à ce que tu aies toutes les réponses non plus pour changer... Mais on y travaille. Bruxelles de demain, mais on a confiance que finalement ça va prendre du temps et puis ça dépend de tout un chacun. Hein. J'aimerais prendre quelques petits instants du coup parce que sinon on pourra en parler pendant des heures de ce côté engagement justement. Donc je pense que là dans Bruxelles 2030 notamment tu peux traduire ta volonté, ton ambition, ton optimisme de connecter différents mondes pour un changement sociétal positif. Tu le disais, hein, tu as cofondé le G1000, la plateforme citoyenne. Je pense que tu es également peut-être encore présidente du quartier de la maison du quartier des jeunes à Molenbeek. Tu fais partie du réseau Belgium's for Under 40. Tu es également des fois, effectivement, enfin pas des fois, mais régulièrement récompensé par des prix, que ce soit au Maroc, que ce soit ici en Belgique pour ton engagement. Donc tout ça fait qu'effectivement ton travail est reconnu. Mais on en discutait un petit peu en amont de cette interview. Comment tu fais pour pas te perdre du coup des fois un petit peu dans tes engagements? Parce que j'imagine que ta journée est limitée autant que la mienne, une vie de famille peut-être également remplie. Comment tu fais pour garder l'objectif, pour garder le focus sur tes priorités? Et puis est-ce que peut-être il faut accepter aussi à un moment donné que toi peut-être, hein, et tous, accepter qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout changer, en tout cas pas tout de suite? Oui, c'est une vraie question parce que quand on est curieux et qu'on a envie quand on est orienté solution, c'est clair qu'on a envie de s'engager. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de vivre plusieurs vies en une. C'est vrai que c'est très challenging. Et encore, si le temps pouvait me permettre, il y a tellement de choses sur lesquelles Qu'est-ce que tu aimerais encore faire? Pouvoir m'impliquer. La question des seniors, elle me touche de plus en plus. Et donc, je parlais de la Youth Coalition. L'un de mes prochains objectifs, c'est d'organiser une Senior Coalition parce que je pense qu'on n'entend pas assez la voix des personnes âgées sur la question de l'espace public, sur les voix. Et de les mettre en relation peut-être du coup avec les jeunes également. Exactement. Et donc, il y a 2 semaines, on a fait une rencontre dans un home à Molenbeek avec des personnes âgées qui souffraient de solitude. C'était assez fort. Et avec des jeunes aussi de Molenbeek ensemble. Et il fallait voir la joie que ça a créé. Et je pense que on doit aborder la question du 3e âge dans nos sociétés. Donc encore un projet en plus. Et donc du coup, comment tu fais? Pas un projet en plus. Oui, donc je dis ça sur le ton de la rigolade. C'est vraiment le défi parce qu'effectivement, on pourrait penser que je suis partout et en même temps nulle part. En réalité, j'ai même pas d'association propre. En fait, je suis impliquée dans des projets. Je me sens un peu comme un électron libre. Et à un moment donné, c'est vrai que j'avais peur de me perdre. Et puis, en fait, j'ai résolu cette question à travers la formulation de ma mission de vie. En fait, ma mission de vie est très très claire. Donc, l'objectif, la mission, ce qui m'anime, ce qui donne du sens à mon quotidien, elle est très claire, c'est ces connexions. Après, tout le reste, ce sont des modalités pratiques qui me permettent de le mettre en musique. Alors maintenant, il faut aussi une très bonne organisation, il faut être très efficace. Je n'ai pas besoin d'une réunion de 2 heures pour faire un truc. Maintenant, je suis vraiment dans des trucs de 20 minutes, 30 minutes. Et donc, ça demande aussi une certaine gymnastique aussi. Oui, parce que tu passes d'un projet à l'autre, j'imagine, dans ta semaine. Oui, et puis j'ai récemment compris en fait, c'est pour ça que c'est très important de se connaître pour être efficace et pour être un change maker, c'est que j'ai découvert en fait très récemment le concept de multipotentialité, donc on peut appeler certains les slashers, le couteau suisse, il y a plusieurs appellations, et donc j'ai beaucoup lu là-dessus, et ça m'a réconcilié avec ce que je faisais et avec moi-même pour créer de la cohérence, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont câblés, leur cerveau est câblé, comme tel, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être des spécialistes experts en une chose, mais ils ont un profil plutôt généraliste, avec des soft skills très importants, donc ils ont une intelligence émotionnelle assez forte en termes de contact humain, de réseau, de connexion. Et c'est des personnes qui ont besoin de challenge, c'est-à-dire que vous leur confiez une mission, une fois que la mission elle est relevée, ils ont envie de passer à autre chose. Donc je vois que tu souris parce que ça te parle. Là, évidemment, je pense que c'est pas un secret pour nos auditeurs. Voilà. Mais rythme de croisière, c'est pas pour nous. C'est quel livre que tu as lu? J'ai lu le bouquin qui s'appelle. Non, j'en ai lu 2 et un, je suis tombée par hasard dessus en me promenant à la Fnac.
ou chez Tropisme ou chez Filigrane, je ne me rappelle plus très bien. C'est un livre de Sonia Valette, je pense. En fait, le titre, c'est « Comment trouver sa place quand on entre dans aucune case ». Ah, intéressant. Et c'est le guide des multipotentiels dans le monde du travail. Ouais, là, le titre t'a parlé. Et donc là, le titre m'a parlé et je me suis dit, mais en fait, oui, je déteste les cases. Et ça, c'est un livre qui m'a beaucoup aidée. Et puis, j'ai lu un autre bouquin et je l'ai rencontré, l'auteur. Frédéric Génicaud. Exactement. Ah, oui, les multipotentiels. Et donc, je vous conseille de vous abonner à sa newsletter. Elle envoie une newsletter très intéressante. Couteau suisse, il me semble que ça s'appelle. Oui, et aussi écouter ses podcasts. Parce qu'en fait, elle prend des bouquins autour de ça et les résume en 15 minutes. Et donc, c'est vraiment très riche. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Elle est elle-même coach dans ce domaine. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai plus revue. Il faudrait que je la recontacte parce que ça a vraiment contribué à me réconcilier. On la avec taguera dans ça. ce podcast, Fatima. On la taguera, spécial dédicace. Mais effectivement, pour les auditeurs qui sont dans cette démarche un peu de multiprojet, c'est effectivement intéressant. Et je pense qu'on va de plus en plus vers ça parce qu'il y a tellement d'informations et nos jeunes sont de plus en plus dans ça. Moi, je le vois mon fils, je veux dire, il a des micro-passions, donc il va se mettre à fond dans un sujet pendant 3 mois, 6 mois, mais une fois qu'il a fait le tour, il va changer. Et je me rends compte qu'on est peut-être plus dans ce changement peut-être de culture, de changement. Nos intelligences se transforment, nos cerveaux aussi sont en train de s'adapter dans un contexte d'intelligence artificielle, etc. Et donc voilà, et je suis très à l'aise avec tout ça. Et même si on ne peut pas très bien comprendre qui je suis, d'ailleurs c'est très difficile de me présenter. Oui, moi, j'allais dire effectivement, quand tu te ça. présentes dans une soirée de networking, bonjour Fatima Zibou, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, mais moi, qu'est-ce que tu réponds? Ah, mais moi j'ai des multiples casquettes, de multiples foulards. Ça dépend peut-être de la soirée où tu es. Non, je suis un caméléon dans le sens où je sais qui je suis. J'ai vraiment mon fil conducteur, mais je peux m'adapter dans des univers tellement différents. Hier soir, c'était le gala caritatif avec des grosses fortunes, mais juste avant, c'était avec des jeunes du quartier à Molenbeek dans un café et on discute. Et j'adore ma vie parce qu'en fait, c'est véritablement ça la force de Bruxelles, c'est de pouvoir voyager dans ces différents univers, mais notre enjeu à nous, et c'est un enjeu personnel, c'est de pouvoir faire sortir les gens de leurs différents mondes et leur faire découvrir cela. Et c'est comme ça qu'on fait Bruxelles, c'est comme ça qu'on fait société et qu'on fait ensemble au-delà du vivre ensemble. Et un job que tu n'as pas encore exercé, que tu rêverais d'exercer? Je donne quelques cours de temps en temps à l'université et j'ai envie maintenant d'avoir de façon beaucoup plus claire une charge de cours. Ça oui, parce que tu as un doctorat d'ailleurs aussi. Donc, oui, j'ai travaillé dans le monde académique et que j'adore transmettre. Hein. Tu es enseignant toi-même, c'est vraiment beau de pouvoir transmettre. Alors je fais beaucoup de conférences, j'en fais 2-3 par semaine, mais le fait d'avoir un cours, je trouve pas être professeur, mais avoir une charge de cours, ça me permettrait aussi d'avoir ce recul de la réflexion. Parce que quand on est dans l'engagement, je n'ai plus ce temps aussi de pouvoir prendre du recul, lire et de pouvoir réfléchir sur le fond, sur les concepts pour réfléchir sur un projet de société. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Mais très honnêtement, à chaque fois que je découvre un métier, j'ai envie de faire ma vie avec eux. Est-ce que la politique, ça t'intéresserait pas un jour? C'est une vraie question. On a une saison politique là justement parce que pendant très longtemps, j'ai évité, on va dire, d'aller à la rencontre des hommes et femmes politiques pour plein de raisons, en me disant je vais d'abord me concentrer sur toutes celles et tous ceux qui finalement font de la politique sans être en politique, parce qu'on en fait tous. Et puis voilà, j'ai trouvé ça très intéressant également, je pense les auditeurs également, d'aller un petit peu plus creuser dans le derrière, les raisons qui poussent les gens finalement à un moment donné de s'engager en politique. Il y a énormément de gens qui s'engagent après un certain parcours de 20 ans, 30 ans. Tu as également un parcours très riche qui probablement pourrait également profiter à la collectivité. Est-ce que c'est une question que tu t'es posée, qu'on t'a peut-être même posée? Alors, j'adore la politique. J'ai des amis dans tous les partis. Je suis passionnée de communication politique. D'ailleurs, mon premier bouquin portait sur la participation politique des élus d'origine étrangère. Vraiment, et même mes séries, ce sont des séries politiques. J'adore la stratégie. J'adore écouter les coulisses du pouvoir. Je trouve ça vraiment passionnant. Maintenant, pour moi, la politique en tant que fonction, ce n'est pas une finalité en soi. C'est juste une modalité, un moyen pour créer de l'impact. À partir du moment où on a de l'impact, alors oui, ça m'intéresse. Alors oui, depuis plus de 12 ans, on me propose de rejoindre différentes listes politiques. C'est vrai que parfois, je suis tentée. Mais je pense qu'aujourd'hui, ma force est de ne pas avoir de couleur politique et de pouvoir dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes. Et comme ma mission est de créer des connexions, je pense que c'est peut-être un peu tôt. Mais peut-être qu'un jour, je serai tentée par une fonction dans la mesure où elle a de l'impact. C'est mon seul curseur. Ce n'est pas une finalité, c'est une mission. Et l'idée de t'enfermer, du coup, à ce moment-là, dans une couleur politique, est-ce que ça, tu pourrais être à l'aise avec, tu penses? Oui, ça, c'est le principal risque qui fait que je ne me suis jamais, je ne suis jamais rentrée en politique dans un parti en particulier. C'est vraiment d'être enfermée dans ça, mais en même temps...
Peut-être qu'un jour, on créera un mouvement collectif citoyen avec des gens de différents partis. Enfin, je ne sais pas. On refera, promis qu'on refera un podcast à ce moment-là. Hein. Ça va, Fatima? Mais l'impact, c'est le plus important et avec tout le monde, vraiment. Sauf Parfait. l'extrême droite, bien évidemment. Merci de partager tout ça en authenticité. Fatima, et encore une petite partie sur tout ce qui est le mindset Positive Changemakers. J'ai souvent cette question de dire, est-ce qu'il faut être un vrai optimiste pour changer les choses, pour avoir un impact? Souvent, on me répond oui. Je te pose quand même la question, est-ce que tu penses qu'il est important d'être optimiste? Après, on ne peut pas être optimiste tout le temps non plus. Comment tu vis ça un petit peu des fois quand tu vois également tous les challenges qui sont là, les difficultés dans certains quartiers, et même peut-être par rapport à ton parcours personnel, j'imagine qu'il y a des moments où tu es beaucoup moins souriante qu'aujourd'hui et beaucoup moins optimiste. Hein. Tu as perdu ta maman, tu nous partageais tout à l'heure des moments, j'imagine, qui font partie des moments les plus difficiles de la vie. Comment tu fais face à cela pour garder quand même toujours la positivité dans ton combat au quotidien? Oui, je pense que l'optimisme, c'est l'une des clés, parce que s'il n'y a pas cela, on n'y croit plus, on ne rêve plus. Et je pense qu'il faut un peu de folie, en fait, en se disant, mais en fait, tout est possible. Il y a cette citation qui dit, mais visez la lune, vous tomberez dans les étoiles, mais visez encore plus loin, moi je dirais. Et il y en a qui disent, the limit is the sky. Je dis, non, il n'y a pas de limite, pourquoi the sky? Non, tout est ouvert, en fait. Et donc, ce mindset-là, c'est vrai qu'elle donne une énergie. Et moi, je suis hyper challengée quand on me dit c'est pas possible. Je dis mais si, ça va être possible. Est-ce que c'est un mindset que tu as toujours eu? C'est un mindset qui s'est construit peut-être à force de réussir aussi, à avoir ton diplôme universitaire, puis ton doctorat. Est-ce que ça peut-être aussi, ça a dû t'aider à dire, en fait, Fatima, oui, il y a moyen d'aller encore plus loin de ce que je pensais? Oui, je pense que c'est renforcé avec les expériences qui m'ont prouvé que quand ça ne va pas et que ça va, et donc c'est horrible en fait. C'est horrible parce qu'alors du coup, plus rien ne vous arrête. Je voulais organiser une exposition pour mettre à l'honneur 100 femmes qui ont joué un rôle clé durant la crise Covid. Et donc, c'était l'idée d'avoir une exposition de 100 portraits dans la place de la Bourse pendant 2 mois. Sauf que le timing était serré. Et on avait 10 jours. Et tout le monde me disait, mais non, c'est pas possible. Je disais, si, on va le faire. Et on l'a fait. Et je leur dis, mais vous voyez, on l'a fait. Et ils m'ont dit, OK, là, c'est bon, tout de suite. Et donc, voilà. Et c'est hyper challenging parce que moi, on me dit demain, et c'est vraiment un mindset, en fait, de positive changemakers. Je pense qu'il y a maintenant, avec le temps et avec l'âge aussi un certain degré de réalisme. Donc, savoir aussi, à un moment donné, mettre un pas de côté et se dire, OK, là, de façon pragmatique, là où ça va me coûter, c'est en santé mentale, c'est en fatigue physique, parce que c'est aussi beaucoup prendre sur soi. Et donc là aussi, on fait attention aussi à son bien-être de plus en plus et de se réserver des moments pour se préserver, parce que sinon, justement, si tu es OK de partager ça, quels sont un peu tes moments ou qu'est-ce qui te permet de revenir un peu... voilà, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu des lectures, des moments en famille? Quand Fatima, elle n'est pas hyper active en mille activités, je dis pas ça avec une connotation négative, mais dans le sens, quand tu n'es pas partout en train d'essayer de changer le monde, qu'est-ce qui te ressource du coup? J'imagine qu'il y a un moment où tu te poses quand même. La marche, en fait. Okay. La marche, pour moi, elle est essentielle. C'était Axel Kahn qui disait je marche, donc je pense, donc je suis. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est... je marche au moins 15 000 pas par jour. Mais du coup, tu réfléchis pendant que tu marches. Oui, tout à fait. Donc tu t'arrêtes pas. Oui, c'est vrai, ça n'arrête pas. Quand est-ce que tu t'arrêtes du coup? Ça n'arrête pas. Non, ça n'arrête pas. Je veux dire, j'assume le fait qu'il y a 4 cerveaux qui travaillent en même temps et que pendant que je te parle, ça m'inspire plein d'autres choses. Tant que j'ai la santé, j'y vais à fond. Mais en fait, moi, ce qui me ressource, c'est l'humain. En fait, chaque rencontre, chaque expérience, tu vois, cet échange, ça me donne de l'énergie, Luigi. Je sais pas comment t'expliquer. Et la gratitude aussi me donne beaucoup d'énergie, cette reconnaissance, le fait de se lever chaque matin et de se dire, OK, là, j'ai cette chance de pouvoir avoir un cadeau, c'est cette journée, de pouvoir rencontrer des personnes qui sont aussi, qui contribuent. Et moi, ça me redonne beaucoup plus d'énergie. Maintenant, est-ce que tu exprimes par exemple la gratitude? Il y a comme ça des habitudes. J'ai cette habitude, alors je la tiens malheureusement pas souvent très longtemps, je la tiens pendant 1 mois et puis j'abandonne. Cette idée de tous les soirs avant d'aller me coucher, je note par exemple les 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. C'est quelque chose que tu as déjà essayé par exemple? Oui, tout à fait. Il y a le fait de se réveiller, de ne pas regarder son téléphone, mais d'abord prendre le temps de se dire, OK, aujourd'hui... quels sont mes 3 objectifs, et de se dormir le soir en disant, OK, quelles sont les 3 choses positives que j'ai pu effectuer? Et ça peut être sourire, aider ou quoi que ce soit. Et puis de se dire, mais quelles sont les choses que je peux améliorer? C'est un exercice, c'est des routines que j'ai installées et qui m'aident beaucoup en fait à aller de l'avant et qui me procurent un sentiment de satisfaction. Mais
Honnêtement, la gratitude, c'est quelque chose qui m'accompagne, mais vraiment à chaque moment de ma vie. Il suffit que je vois un petit rayon de soleil pour me dire en fait, oh waouh, que je vois un pigeon, que je vois. C'est très bizarre en fait comme façon de voir le monde, mais c'est quelque chose que j'essaie de m'accompagner. Je suis aussi croyante, la foi me porte aussi. J'ai aussi ces moments, donc les 5 prières par jour. Est-ce que ça, ce sont peut-être aussi des moments pour toi d'un peu souffler? Oui, bien sûr, de méditation et donc s'arrêter. Donc le matin, avoir un moment de prière, avoir des moments. Ça, c'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans une universalité de spiritualité, le fait aussi d'avoir des moments de retraite spirituelle, c'est important pour pouvoir se nourrir. Voilà, on y arrive, on a trouvé finalement des moments où tu te poses vraiment un petit peu. Oui, ça dure quelques minutes, mais la respiration, c'est important aussi. Et tout ça que j'accompagne dans cet exercice. Mais la gratitude, c'est magique parce que c'est créer un cercle vertueux. Fatima, j'ai pour habitude de toujours donner vers presque la fin du podcast une baguette magique à mon invité. Je te donne une baguette magique. De quel monde rêves-tu pour tes enfants? Si tu as une baguette magique, tu peux changer une chose. Alors évidemment, ça peut être large, mais quelle serait pour toi la chose ou de quel monde rêverais-tu finalement? Tu as un fils, tu nous as partagé. De quel monde rêves-tu? Je rêve d'un monde d'un rêve. J'ai l'impression que la question t'a un peu perturbée, Fatima. Oui, je suis un peu perturbée parce que tu parles de mon fils. Et quand je parle de mon fils, il a 15 ans maintenant et ça me touche beaucoup parce qu'il a une maman qui est super engagée. Et je pense qu'il doit se poser aussi beaucoup de questions sur le sens de tout cet engagement et qu'en fait, tout ce que je fais, c'est aussi pour créer un monde meilleur pour lui et pour les générations futures. Et je pense que le plus important, c'est que chacun et chacune puisse, avec ses différences, être épanoui dans ce qu'il fait, être heureux dans ce qu'il est, ne pas vivre une autre vie que ce à quoi il est destiné, que ce à quoi il anime, parce que les normes de la société vous emmènent dans telle ou telle direction. C'est parfois aussi, ça coûte en termes de choix aussi, de pouvoir être aligné avec soi. Ça demande aussi des sacrifices. Alors, je parais très positif et je le suis vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles et qu'il faut parfois faire des choix difficiles pour pouvoir se réaliser, s'accomplir, être aligné et faire ce qu'on est. Et donc, c'est un gros coup aussi de pouvoir le faire et c'est parfois... En termes de présence, peut-être, tu veux dire, avec tes proches et autres? Ma famille est toujours prioritaire, ça c'est clair. Mais parfois, on peut se sentir incompris. Mais je suis convaincue que le temps fera que nos proches comprendront ce qui nous anime, quoi. Et donc le monde dont tu rêves est un monde finalement inclusif où ton fils et tout le monde se sent à sa place, peu importe ses différences. Est-ce qu'on peut le résumer ainsi? Tout à fait, mais aussi que nos enfants puissent être des acteurs de changement, des changemakers, des positifs changemakers, pour être ce changement du monde qu'ils souhaitent. C'est quelque chose Gandhi qui dit soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Absolument. Eh bien, c'est ça pour moi. Be the change, qui est d'ailleurs notre slogan. Notre slogan. C'est vraiment ça. Et c'est quelque chose que tu essaies de transmettre de manière proactive également à ton fils, à tes enfants? Oui, à mon fils, à tous les enfants, tous les jeunes que je rencontre. Et c'est pour ça que il y a 2 jours, j'ai participé à un concours de leadership de jeunes. Et mon message, c'est de dire persévérez, soyez curieux, soyez acteurs de changement. Et surtout, n'abandonnez pas, en fait, parce que parfois, vous allez être confronté à des résistances, mais il faut faire preuve de persévérance pour pouvoir réussir, même si ça prend plus de temps. Et oui, soyez engagés, parce que c'est beau l'engagement. Parce que vous sentez que vous n'êtes pas spectateur de ce monde, mais un acteur à part entière. Mais justement, je me permets de poser la toute dernière question, en lien avec cela directement, c'est la question de l'engagement, parce que c'est vrai que tu es quelqu'un de très engagé, je le suis également dans une certaine mesure, que ce soit en tant qu'enseignant, également les autres projets que tu connais. Le but n'est pas de parler ici de mes projets, mais la question que je me pose et que je pose souvent aussi à mon invité, c'est de dire, ok, très bien, mais toutes les personnes qui nous écoutent, qui écoutent nos podcasts, sont des personnes qui sont un minimum intéressées évidemment par le changement, par l'impact, mais je reçois aussi souvent du feedback de certaines personnes qui disent oui, ok, c'est très bien, mais comment faire concrètement? C'est pas facile, ils sont souvent dans des jobs qui n'ont peut-être pas toujours sens, qui font pas toujours sens pour eux, ils ont des familles, ils ont des loyers, etc. Et donc se dire on va être un change maker, c'est pas si simple que ça. Pour toi,
quelle est peut-être un petit peu la définition d'être acteur du changement, peut-être premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes qui veulent avoir un impact sociétal, qui veulent faire des choses positives pour la société, mais qui ne savent pas trop comment faire parce qu'encore une fois, leurs seuls exemples, ce sont peut-être les personnes hyper médiatisées et qui leur paraissent du coup inatteignables et se dire oui, de toute façon, je ne saurais jamais faire aussi bien que il ou elle. La beauté de la diversité de ce monde, c'est qu'on est tous fait pour quelque chose. On a tous un truc qui nous caractérise et qui nous différencie. Et je pense que c'est important de prendre le temps aussi de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce qui fait que quand je fais ça, je plane en fait, parce que je me sens dans mon élément. Ça peut être dans la coiffure, dans l'esthétique, dans l'avocature, dans l'entrepreneuriat, enfin... Chacun, en fait, a ce truc dans le côté artistique aussi. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui me rend heureux. Et il faut prendre le temps aussi de se connaître et de pouvoir identifier ce qui va être la mission de vie. Et quand on définit sa mission de vie, ça nous permet aussi de pouvoir le concrétiser avec une mission professionnelle. Parce qu'en fait, aimez votre travail, vous aurez... Non, aimez votre... Soyez... Ah, là, il faudrait couper au montage, désolé. Non, on garde très bien. Écoute, comme ça, on voit Fatima qui galère pour trouver une citation. Non. Tu nous as sorti pendant ce podcast au moins 40 citations, je pense que... Confucius, aimez votre travail et vous n'aurez jamais le sentiment de travailler. Ah, mais voilà, oui, un seul jour de votre vie, tout à fait. Voilà, c'est cela. Oui. Et alors, bien évidemment, il y a les contraintes matérielles. Et donc, moi, à un moment donné, j'ai dû faire un deal entre avoir un job alimentaire et à côté de ça, faire un truc qui me passionne. Moi, ce que je fais, en tout cas, c'est d'avoir un job qui me permet de payer mes factures parce qu'il faut payer ses factures. Mais à côté de ça, le week-end, le soir, j'étais engagée dans le terrain associatif et là, j'étais libre de faire ce que je veux et je m'éclatais là. Et maintenant, avec le temps, je rapproche en fait ce qui m'éclate avec ma mission professionnelle. Et donc, c'est ça en fait l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre c'est l'ikigai en fait, ce que j'aime faire, là où j'ai du talent, où je peux être payée pour le faire. Et donc, prenez le temps de le faire. Mais moi, ça m'a demandé du temps. Et le programme, par exemple, du Belgium's 40 Under 40, le programme de leadership, m'a beaucoup aidé dans ça. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai eu un mentor. Moi, je ne connaissais pas ce concept de mentor. Je ne viens pas d'un milieu où on a des mentors. J'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir comme mentor Ilham Kadri, qui est une des femmes, pour moi, les plus inspirantes au monde. Oui, parce CEO de Solvay, tout à fait. Tout à fait. Et qui vient d'un milieu populaire, d'un quartier très pauvre de Casablanca et qui aujourd'hui l'une des 20 femmes les plus influentes au monde. Et donc, être accompagnée par ce genre de personnes. Donc, c'est important de s'entourer aussi des personnes qui vous inspirent. Ça change votre mindset. Lire aussi. Est-ce qu'il y a éventuellement un conseil que tu as reçu de ta mentor qui t'a marqué ? Est-ce qu'il y en a une que tu peux partager ? Tout plein. Celle qui t'a peut-être le plus marqué ? To be grounded and balanced, c'est vraiment important. C'est-à-dire ? Être ancré et équilibré, balancé, donc et s'inscrire dans ce qu'elle me disait, être beaucoup plus dans le inside out plutôt que dans le outside in, parce que souvent on subit en fait notre environnement, le contexte politique pour en faire quelque chose, alors qu'elle me disait mais il faut plutôt partir de ses aspirations pour pouvoir faire du out. Et elle m'avait offert ce bouquin que je conseille de lire à vos auditeurs et auditrices. Il s'appelle Invisible Power, Invisible Power, notamment écrit par Robin Sharbat, qui est son coach et dont j'ai pu avoir le coaching pendant 3 jours, et en fait qui parle de la pensée, de pouvoir de la pensée en fait. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup contribué à changer, de créer votre propre réalité, qu'en fait tout part de la pensée et qu'en fait il n'y a rien de négatif en fait, c'est vos pensées qui font que you are what you think you are. Et donc ça c'est vraiment fort quoi. Donc vous êtes ce que vous êtes, donc les croyances limitantes là c'est balayé, et même les sentiments négatifs ne sont que des constructions de vos pensées. Donc quand vous avez compris ça, c'est un pouvoir invisible incroyable. Et d'autres bouquins peut-être qui peuvent vous accompagner dans ce chemin-là, c'est un livre qui m'a été offert par Pete Colruyt, c'est le livre de David Bornstein qui s'intitule « Comment changer le monde ». Et donc là, en fait, c'est un livre sur les entrepreneurs sociaux dans différentes parties du monde où face à un problème, ils ont trouvé des solutions et ils en ont fait un business, en fait. Et donc,
le fait d'être dans un engagement sociétal n'est pas en contradiction avec le fait de pouvoir bien gagner sa vie. Parce qu'on a grandi dans le fait que engagement sociétal, c'est du bénévolat et qu'on ne pouvait pas gagner. Moi, j'ai grandi comme ça pendant 20 ans. Mais aujourd'hui, on peut vivre même de cet engagement sociétal et on peut développer même des KPI sur l'impact sociétal. C'est vraiment génial. Donc voilà. Et c'est vrai qu'en plus, tout le monde de l'entreprise également s'adapte. Il y a le changement climatique et autres. Donc c'est vrai que c'est une belle évolution, comme tu le mentionnes toi-même, que finalement, il y a moyen d'avoir un impact sociétal à différents niveaux. On n'est pas obligé d'être dans une ASBL ou autre pour avoir de l'impact et gagner sa vie en même temps. Oui, tout à fait. Moi, je retiens comme dernière phrase, tu disais « You are what you think you are ». Donc, vous êtes ce que vous pensez que vous êtes, en fait. Je trouve ça magnifique comme conclusion. Fatima, je propose qu'on en reste là. Un tout grand merci pour cette interview en toute authenticité, avec beaucoup de positivité. On te souhaite, je ne sais pas quoi te souhaiter. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, en fait ? J'allais te dire on te souhaite le meilleur, mais je trouve ça un peu bateau. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, dans les années à venir, Fatima ? Merci Luigi, c'était vraiment une conversation agréable. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est pouvoir être en paix intérieurement, avoir cette santé, parce que la santé, c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux, parce que sans la santé, on ne peut pas être dans ça. Et quand on est éprouvé par la santé, et je l'ai vécu de façon très proche, parce que comme je disais, l'une des femmes qui m'inspire le plus, c'est aussi ma maman, qui était en pleine santé et qui du jour au lendemain, on apprend qu'elle a un cancer fulgurant et en 3 mois, elle s'en va. Et quand vous vivez ce genre d'expérience, ça change en fait votre perception de la vie. Il y a une urgence de vivre qui fait que chaque jour, en fait, fait que elle doit être c'est un cadeau, mais elle doit aussi être une force de contribution pour être ce que vous êtes. Et c'est ce qui vous détermine pour le reste. Et je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est pour la suite, c'est de pouvoir continuer à rester positif malgré un monde qui va pas toujours bien. On l'a vu avec les dernières élections, avec la montée de l'extrême droite. Donc il y a beaucoup de peur, beaucoup d'ignorance, beaucoup de crispation. Et donc raison pour laquelle c'est important plus que jamais de créer plus de connexions. Bien sûr, on compte sur toi. Fatima Zibou, un tout grand merci. Tous ensemble. Merci beaucoup à Luigi. Et c'est déjà la fin de ce 20e épisode du podcast Positive Changemakers. Merci à vous pour votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute ainsi qu'à nous faire part de votre retour sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours très très plaisir. Alors si ce n'est pas déjà fait, évidemment, abonnez-vous également au podcast pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode qui sera encore une fois, je vous le promets, source d'inspiration. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres et à très vite. Ciao ciao.